Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette session sur les PPA et comment anticiper la hausse du besoin électrique. Donc je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Rachel Ruamp, je suis permanente au sein de France Renouvelable. Si vous êtes adhérent, vous recevez sûrement beaucoup de messages de ma part. Je m'en excuse. J'ai donc l'honneur et la chance de co-animer cette session avec Dominique Darne, qui est présent à distance. Est-ce qu'on peut le voir avec nous? Très bien. Parfait. Et donc pour cette session, nous accueillons 4 intervenants et Dominique pour cette co-animation, à savoir, donc, je vais faire par ordre de prise de parole. Donc Benjamin Smadja, Nicolas, pardon. Pas de souci. On a un autre Benjamin. Donc Nicolas Smadja, donc directeur juridique de ERG France. Voilà, merci pour l'invitation. On aura ensuite une prise de parole de Thibaut Roche, consommateur et acheteur du plus gros PPA Greenfield éolien signé en France, suivi par le côté producteur, à savoir Grégoire Simon, président de WPD Onshore France. Bonjour. Et enfin, une participation côté acheteur de... je n'ai pas dit que Grégoire est également administrateur de France Renouvelable. Et une autre prise de parole d'un consommateur en la personne de Benjamin Salamon, d'une entreprise de chimie Nourillon, qui pourra aussi nous présenter les différences. Vous êtes à l'écran, messieurs, si vous voulez dire bonjour à la foule. Bonjour. Et donc, pour commencer cette introduction, je vais laisser la parole à Dominique Darne, que je ne présente plus, mais quand même, donc administrateur de France Renouvelable et CEO de Inti, qui a un actif de plus de 20 ans dans le secteur éolien et qui est le signateur d'un des premiers PPA en France, jamais signé. Dominique, je te laisse la parole. Ah, est-ce qu'on peut avoir le son ? Non. Alors, on n'a pas le son en salle. Pourtant, je suis... Ça y est Dominique, on t'entend. Et on ne t'entend plus. Que se passe-t-il en régie ? Non. Non, toujours pas. Pourtant, ça a marché un bref instant, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Ou alors c'est les... Je regarde la régie. Les aléas du direct. Ou peut-être si tu enlèves tes écouteurs. De mon côté, vous m'entendez? Oui, Benjamin, on vous entend. Oui, c'est moi qui ai parlé, pardon. Je m'assurais que mon micro... Oui, mais Dominique, on ne t'entend pas. Bon, on essaye de régler ça pendant qu'on avance, désolé. C'est un sujet qu'on travaille beaucoup, Dominique et moi, donc sur les PPA. Je suis un peu déçue, mais on va avancer. Place au direct. Si d'ici là, tu arrives à faire remarcher ton micro, avec plaisir pour te laisser la parole. Donc on est ravis de vous accueillir donc aujourd'hui sur ce sujet qui est fondamental
Vous le savez et vous le voyez, les PPA arrivent en force. Et donc, je vais demander les premiers slides de présentation. On a une petite intro pour rappeler le contexte. Donc, finalement, PPA, mais aussi appelés en français des contrats d'achat direct d'énergie renouvelable. Pourquoi faire ? Donc, à cette question, on s'est dit que la meilleure manière d'essayer de vous convaincre, acheteurs présents dans la salle et producteurs, c'est un peu de revenir sur ce qui s'est passé sur le marché de l'électricité ces dernières années et sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Donc, vous le savez, le marché de l'électricité a une vision qui s'arrête à 3 ans, avec donc des ventes à terme qui ne permettent pas de sécuriser des prix de l'électricité au-delà de ces 3 ans. Et on a fait le jeu, et vous le voyez sur le graphique à votre gauche, de regarder un prix avec un PPA signé. Donc on a pris au hasard le dernier prix qui est sorti des appels d'offres creux à un peu moins de 88 € du mégawattheure. Et on vous a montré ce que ça représentait en termes de prix au mégawattheure par rapport à ce que vous avez connu en 2021, 2022 et 2023. Donc vous le voyez, c'est la ligne orange. Et je pense que parfois un graphique parle plus que des mots. On voit que ce type de contrat va vous permettre de sécuriser des prix connus à l'avance et sur du très long terme. On a aussi fait l'exercice de vous montrer les prix futurs sur les 3 prochaines années qui oscillent. On a pris les versions trimestrielles pour vous montrer un peu les évolutions et surtout la question de quid du post-2027. Quelle sera cette demande et comment est-ce que des industriels et des gros consommateurs d'électricité seront capables de se sourcer et de sécuriser des volumes avec des prix donc, qui, comme le permettra le PPA, seront connus à l'avance. On vous rappelle aussi donc, les différents modèles de PPA pour que tout le monde soit bien au clair. On va avoir ce qui est PPA physique ou PPA virtuel. Et dans les PPA physiques, vous aurez des corporate PPA, donc des CPPA, qui sont une relation contractuelle directe entre un acheteur entre un consommateur et un producteur d'électricité, ou des utility ou merchant PPA qui, eux, seront via une contractualisation avec un fournisseur. L'année 2023 a été une année record. Ah, c'est très bien. Alors, Dominique, on te repasse la parole dès que je finis l'intro, parce que je pense que c'est important d'avoir ta vision de précurseur des PPA. Donc, 2023, c'est une année record parce qu'on a annoncé quasiment 500 gigawattheures de PPA éolien en 2023, dont 386 gigawattheures en Greenfield, ce qui n'existait pas il y a encore 2 ans, vous le savez. Ces PPA Greenfield ils arrivent fortement en éolien aussi, puisqu'on les a surtout connus en solaire. Et ça sera l'occasion avec WPD de parler de ces stratégies autour de ces nouveaux secteurs. Vous le voyez aussi en termes de consommateurs, pour l'instant on a plutôt des très gros, mais on a à la fois des nouveaux acteurs, et je pense que les data centers les représentent bien, mais également des acteurs plus conventionnels et de plus petite taille, comme l'industrie chimie avec Nourillon qui nous présentera sa vision juste après. Donc on a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché et qui sont en demande de ces capacités. Et donc on se rend compte que ces besoins, ils sont pour 60% des acheteurs, ils ne sont pas réservés à l'éolien, et ça tombe bien, maintenant on s'appelle France Renouvelable. Donc on a aussi un besoin éolien et solaire, et on a la chance d'avoir des énergies qui sont assez complémentaires. Donc c'est aussi une force qu'il faut tirer pour déterminer ces nouveaux PPA. On vous a rappelé les différentes initiatives pour essayer de soutenir ces PPA. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, la présidente de la Creux ce matin le rappeler. Il y a plusieurs initiatives, dont notamment des AO mixtes en éolien offshore, complément de rémunération et PPA, qui sont en train d'être discutées.
On vous a rappelé aussi les BPI France et la garantie électricité renouvelable, qui sont des leviers pour vous permettre de contractualiser ces contrats. J'en ai fini de ma petite introduction. Je propose, Dominique, si tu nous entends, de te redonner la parole pour ouvrir. Ça y est, on t'a. Merci. Merci Rachel. Désolé du problème technique. Oui, je pense que cette table ronde, elle est intéressante, surtout quand elle se passe après la crise énergétique suite à l'Ukraine. Et je pense que Benjamin de chez Nourion nous en parlera et comment ça les affecte. La réponse du renouvelable, elle devient de plus en plus intéressante et de plus en plus pertinente au vu des effets d'une crise énergétique majeure comme celle que l'on a vécue et les impacts sur nos clients naturels, qui sont les consommateurs de toute taille, mais en particulier tous ceux qui ont des projets industriels qui s'inscrivent dans la durée. La vertu du renouvelable est de s'inscrire justement dans un outil non seulement de décarbonation, mais aussi de gestion des risques futurs, et notamment des prix de fabrication. Là, on le verra, un produit chimique, un composé chimique. Pour d'autres, c'est de la gestion de la donnée. Pour d'autres, c'est du papier. Mais sans cette visibilité-là, on ne fera pas d'investissement. Et le marché électrique aujourd'hui, il voit pas très loin et il permet pas de s'inscrire dans cette durée-là. Donc, on pensait que c'était un bon sujet. Puis, on a, avec WPD, une vision, et ERG, une vision avec d'autres marchés. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça intéresse tout le monde et pourquoi ça marche peut-être plus vite dans d'autres marchés que chez nous. Ce sera très intéressant de partager avec vous. Merci beaucoup, Dominique. Je laisse la parole donc à ERG pour nous présenter cette vision de producteur avec... on va commencer par prendre un peu de hauteur et à regarder les différents fonctionnements, les enjeux et la vision européenne de qu'est-ce qui se signe en PPA et comment. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là ici pour vous parler des PPA et notre expérience. Et au-delà, un petit peu, comme tu viens de l'indiquer, les fonctionnements et les enjeux actuels sur ce sujet important. Donc, je vais démarrer concrètement par vous parler un petit peu des PPA qui ont été signés par ERG au niveau international. Et je vous expliquerai aussi quel type de projet attire les acheteurs. Et donc, par la suite, on va pouvoir rentrer dans le détail de quel type de producteurs et quel type d'acheteurs on trouve sur ces contrats. Une partie plus juridique, mais bon, voilà, on est sur une heure de déjeuner. Donc, je zoomerai sur les points importants en termes de vigilance contractuelle, qui ne sont pas forcément des points nouveaux, mais qui, dans un contexte de crise, sont plus que jamais importants. Et ça rejoint la question de la solidité financière de l'acheteur. Et puis après... pour ouvrir un peu le débat qu'on pourra après aborder par la suite, donner quelques innovations, quelques propositions, et je précise d'avance, pour échange, puisqu'on voit bien que quand on est dans de l'innovation, des fois, on se heurte aussi à la réalité. Donc là, on voit tout de suite qu'en effet, puisqu'on parle de 2,9 TWh par an qui ont été contractualisés au niveau de ERG. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque ligne, mais on voit bien une tendance très forte, c'est-à-dire qu'on signe plutôt des corporate PPA dans un contexte totalement international, puisqu'on voit bien qu'on signe ce type de contrat en Italie, aux États-Unis, en Espagne et en France. On est plutôt en général sur des nouveaux actifs. Alors, d'ores et déjà, je vais parler un petit peu de l'Italie et je pense que c'est intéressant et ça anticipe la table ronde d'après sur le repowering. C'est que dans ces nouveaux actifs, on voit un parc en particulier qui a été signé pour une durée de 20 ans et un autre site pour 150 MW. On voit que c'est des projets de repowering. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un contexte en Italie avec un cadre juridique et économique favorable au repowering, donc des volumes importants de mégawatts repowerés qui intéressent évidemment les acheteurs, puisque là, je vous donne un exemple qui a été signé avec STM Electronics, c'est un volume de 150 mégawatts.
Et donc là, on parle pas d'un ensemble de projets, on parle bien d'un site. Et donc voilà, donc c'est assez simple, on va dire, en termes de contractualisation. J'ai d'autres exemples, on voit du 42 MW également. On est plutôt sur des prix fixes. Alors évidemment, l'avenir dira si c'était plus intéressant pour l'acheteur et pour le vendeur, mais dans tous les cas, on voit c'est un gage de stabilité pour les deux parties dans un contexte totalement incertain et qu'en effet, à un certain moment, ça sera plus intéressant pour l'acheteur et vice-versa. Mais sur la globalité, comme tu l'as montré, c'est un gage de stabilité et c'est d'ailleurs ce que recherchent en priorité les deux parties. Dans les discussions d'ailleurs contractuelles. S'agissant des acheteurs, on voit que c'est plutôt des sociétés soit industrielles, soit dans les nouvelles technologies. Et je vais en parler juste après, mais on voit bien que ça s'inscrit dans une volonté de décarboner leur activité, d'arriver à la neutralité carbone. Et ça rejoint dans ce sens les textes qui s'appliquent, la directive sur la durabilité. Et donc, elles sont, on va dire, en anticipation et ça fait partie de leur politique de décarbonation. Donc, voilà ce que je voulais signaler. Il y a des actifs éoliens, des actifs photovoltaïques, plutôt des actifs éoliens d'ailleurs. Voilà. Donc, alors, c'est là où c'est intéressant. Donc, évidemment, je parle de RG, mais on voit bien le profil du producteur, du développeur qui va attirer ses acheteurs. Alors, on va dire, c'est un groupe international qui est solide et qui a cette capacité de délivrer des projets dans plusieurs pays et une solidité financière parce que c'est un groupe qui est coté et donc c'est un côté évidemment rassurant dans le fait de mener à bien ces projets dans les délais évidemment puisque on parle dans certains cas d'actifs qui vont être mis en service dans 3-4 ans. Donc on voit bien la couverture, enfin on voit bien que l'importance pour l'acheteur d'avoir ces volumes, puisque si le contrat est signé et que les volumes doivent être délivrés, évidemment, il y aura des mécanismes si jamais ce n'était pas le cas. Donc une stratégie d'investissement très importante, 1,2 milliard sur la période 2024-2026. Également des critères de notation, et on voit bien, et ça marche dans les deux sens, acheteurs et vendeurs sont très attentifs aux critères de notation ESG de l'entreprise. Je ne vais pas dire on signe entre gens responsables, mais pratiquement, on doit s'inscrire dans l'ensemble de la chaîne de valeur vers du développement durable, y compris avec nos sous-traitants. Et aujourd'hui, bon, voilà, toujours est-il que c'est bien ces critères de notation qui sont la référence, même si voilà, on pourra y trouver certaines limites. On est un acteur intégré, ça aussi, ça plaît beaucoup à nos acheteurs, c'est-à-dire qu'on assure le développement sur toute la chaîne, donc de l'identification du site jusqu'à l'autorisation. On s'occupe de la gestion de l'actif, on l'exploite et dans certains cas, on en assure la maintenance. Donc une stratégie long terme et une expérience internationale dans les PPA qui aussi est un accélérateur puisqu'on voit bien que négocier un PPA, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois. Et donc, c'est vrai que du coup, on va directement au but. On a nos attentes, on connaît les attentes de l'acheteur et ça permet d'avoir une négociation fluide et rapide. Donc, les profils des acheteurs, j'en ai parlé, plutôt des groupes internationaux. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors, ce qu'ils nous disent, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils disent à peu près tous la même chose. Ils disent, nous, on a fixé des objectifs de neutralité carbone dans le cadre de notre activité, donc de compensation, et que ça soit Google, que ça soit STMI et d'autres, on veut agir sur le scope 1 et surtout sur le scope 2, puisqu'on voit bien que le scope 2, c'est tout ce qui est lié à la consommation d'énergie, et donc comment avoir une action directe sur ce scope 2, c'est bien en achetant de l'énergie de façon décarbonée, avec les garanties d'origine évidemment qui sont liées. Donc je disais, la directive CSRD qui donne un cadre juridique déjà applicable, qui fait que les entreprises vont devoir, pour se préparer à cette directive, réaliser un bilan carbone. Et quoi de mieux dans le cadre de son bilan carbone d'y inscrire des mégawattheures verts
Voilà, c'est quelque chose qui est assez évident. Évidemment, gérer le risque de volatilité du prix. Alors, j'ai une anecdote parce qu'on peut se dire, mais dans un contexte baissier, pourquoi moi, acheteur, j'irais acheter l'énergie aujourd'hui plus cher que sur le marché? Alors, hormis que sur le marché, l'énergie, vous l'achèterez sur une durée courte, la réponse, elle est plus que jamais actuelle, puisque on voit qu'il y a un contexte, notamment au Yémen, avec la destruction de centrales, avec le baril du pétrole qui est à 72 €, qui est important. Et donc, on voit bien qu'on est face à une volatilité, et donc le PPA devient un instrument de couverture, comme une assurance, quelque part, contre cette volatilité, parce que ce contexte baissier n'est pas amené à rester, avec des crises géopolitiques, climatiques, qui sont amenées à se renouveler, malheureusement, et quoi qu'on en dise. Or, les scénarios de prix qui sont rendus publics ne prennent pas en compte, par définition, ces crises, puisque par définition, on est incapable de les prédire, hormis celles qu'on connaît aujourd'hui, et dont d'ailleurs on est même incapable de prédire la suite. Et donc c'est bien ça le sujet. C'est pour ça que les PPA ont plus que jamais de l'avenir. Alors je regarde le timing pour ne pas déborder. 3 minutes, parfait. J'avais dit que j'irais pas trop longtemps sur les contrats. Alors c'est assez classique. C'est quoi enfin les points de vigilance contractuels? Alors, sur la durée de l'engagement, évidemment, si on parle d'un actif qui sort de son mécanisme, évidemment, ce n'est pas surprenant, on va être sur des durées courtes, 3-5 ans. S'agissant des actifs nouveaux, on est plus sur des durées minimum de 20 ans, sachant qu'évidemment, nos parcs ont une durée de vie minimum de 25, voire 30 ans, avec des possibilités d'extension. Et donc, nos acheteurs recherchent évidemment des contrats de longue durée. Et on va dire c'est cohérent aussi avec la durée de l'amortissement de l'actif et avec le mode de financement de nos actifs, en particulier en France, ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres pays. Et donc cette durée longue, on ne la rencontre pas forcément ailleurs. Je vous montrais en Italie, il y a des durées de 10-12 ans. Mais bon, en France, on est plutôt sur des durées d'amortissement plus longues. S'agissant du prix, comme je l'ai dit, il y a évidemment le cas classique, c'est le prix fixe, qui peut d'ailleurs être indexé ou non. On a également le prix variable. Mais on voit bien la tendance est plutôt vers le prix fixe. S'agissant de l'énergie produite, l'intérêt évidemment du producteur, c'est de rester sur du as produce, c'est-à-dire que 100% de l'énergie produite est achetée. Il n'y a pas d'engagement de production. À l'inverse, un acheteur essaiera d'obtenir des engagements de production. Là où nous, producteurs, on sera plutôt sur des engagements prévisionnels. On ne veut pas avoir de responsabilité et de pénalité sur ce sujet. Bon, les engagements du producteur, évidemment, c'est produire, donc j'irai assez vite. Évidemment, injecter. Ça fait écho au dernier point sur la disponibilité. Et on aura sûrement l'occasion d'en parler après. De plus en plus, malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de produire, soit à cause de mesures de bridage, soit à cause des prix négatifs, soit à cause de la maintenance. Et donc, l'enjeu de ce contrat, et des annexes en particulier, ça va être de prévoir de façon très fine sur cet actif-là, y a-t-il des bridages acoustiques, y a-t-il des bridages réseau? 1 minute, magnifique. Voilà, l'obligation de l'acheteur, évidemment, c'est payé. Et donc, ça fait ma transition avec cette obligation. L'enjeu, en tout cas côté producteur, c'est comment s'assurer de la solidité financière de l'acheteur sur une durée longue, tout simplement parce qu'on connaît les aléas économiques qui pourraient conduire un acheteur à ne plus honorer son engagement. Alors, tout simplement, aujourd'hui, je parlais de notation tout à l'heure, on va se fier aux critères de notation pour les entreprises, également pour les États. On a Standard & Poor's en particulier, Fitch et Moody's qui proposent ces notations-là. On est sur une exigence plutôt de BB-, et pendant toute la durée du contrat. Donc ça, c'est un élément important. Donc on va exiger à la fois que si cette notation ne peut pas être remplie, et je finis, qu'il y ait une garantie bancaire qui soit émise et qui permet de couvrir 2 choses, et je finirai par ça, à la fois une période contractuelle d'au moins 6 mois de production, et à la fois les pénalités qui seraient contractuellement prévues
pour les années restantes en cas de résiliation anticipée. Et donc ça, c'est un point très important, et voilà, je finirai par ça du coup. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Gardez vos questions. On va passer toutes les présentations, parce que certaines y répondront sûrement d'une présentation à une autre. Et on prendra un tour de questions-réponses dès la fin des présentations. Pour rester sur un bon rythme, je passe la parole à Thibaut, qui va du coup nous présenter une autre, une vision d'un consommateur qui vient de signer un PPA. Bonjour à tous. Merci en tout cas pour me permettre de présenter un petit peu ce que c'est que les data centers. Parce que je pense autour du plein air, personne ne connaît vraiment ce que c'est qu'un data center. Donc concrètement, un data center, c'est un bâtiment qui est tertiaire. Donc là, je vous ai mis une petite infographie pour vous représenter ce qui nous intéresse. Un data center, vous allez trouver des groupes froids, vous allez trouver des groupes électrogènes, vous allez trouver forcément des baies informatiques qui sont les usages de nos clients. Et tout ça, dans un data center, vous avez des bâtiments qui font du 2 MW, 3 MW ou beaucoup plus. Donc concrètement, on aura des consommations qui sont importantes, donc je reviendrai là-dessus. Mais notre travail au sein d'Equinix, donc leader mondial des data centers, c'est de construire vraiment donc, des data centers de plus en plus viables au niveau de la stabilité pour nos différents clients, mais aussi d'un point de vue environnemental, d'être le plus efficace possible. Une des manières d'être le plus efficace possible, c'est l'efficience énergétique. Et l'autre manière, c'est ce qui m'amène ici, c'est les PPA. Donc, consommer de l'énergie verte. Donc après, c'est ce qu'on va présenter avec WPD en détail, le contrat qu'on a signé avec eux. Juste, ce qu'il faut comprendre aussi sur un data center, c'est un petit peu l'hôtel du numérique. On a tout ce qui passe sur Internet passe par un data center. Donc plus on aura des usages numériques, plus on aura des data centers. Pour revenir à la partie vraiment efficacité énergétique, on a un indicateur qui est le PUE, donc Power Usage Effectiveness. Concrètement, donc si vous reprenez la courbe, on avait il y a quelques années, donc en 2010, des data centers. Donc là, c'est pas les data centers, ce n'est pas l'efficacité énergétique d'Equinix, c'est vraiment une donnée mondiale. Donc je ne peux pas donner forcément nos efficacités ici. Mais concrètement, en fait, on a eu une efficience énergétique, on est passé d'un PE de 2,5 à 1,5. Concrètement, ça veut dire que pour 1 kW électrique, on a réduit, on devait consommer 1,5 kW électrique il y a quelques années, et là, on a besoin juste d'en consommer 0,5. Donc vraiment, c'est cette partie-là qu'on travaille au sein d'Equinix et qu'on travaille au niveau de la filière, c'est l'efficacité énergétique. Et juste pour vous donner aussi une ordre de grandeur, vous avez donc un camembert donc sur un data center, donc 60% de la consommation, c'est à peu près la consommation du client. Tout le reste, c'est ce qui nous permet de maintenir donc, en température, en réseau électrique, donc la stabilité pour éviter toutes les coupures. Pourquoi? Parce qu'une coupure dans un data center, c'est ce que vous allez recevoir en tant qu'usager, donc une plateforme Netflix, etc., qui aura un lag Internet. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on se doit de maintenir, d'un point de vue électrique et d'un point de vue environnemental, nos data centers pour stabiliser sur ça. Juste pour conclure sur la partie efficacité énergétique, on a donc beaucoup de réglementations qui sont tombées en France, qui sont en train d'être tombées aussi en Europe, donc il y a beaucoup de sujets sur ce point-là. Et on a une directive interne au niveau des data centers qui nous amène à une direction vers 1.3 au niveau, on va dire, du standard des data centers en 2030. Ça veut dire qu'on consommera toujours de l'énergie, à la fois pour le data center, mais aussi pour refroidir. On a donc aussi beaucoup de groupes de travail. Donc on a une filière aussi, comme France Renouvelable, mais c'est France Data Center, et des études avec l'ADEME. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est, je reviens aussi sur la partie analyse de cycle de vie. Sur la partie du numérique, donc les data centers, c'est la petite part un petit peu en orange. Et donc sur cette part-là, on aura dans cette partie-là, concrètement, une grosse partie, c'est la construction. Donc avec tout ce qui va être le béton bas carbone, qui va être donc les nouvelles technologies qui vont permettre de réduire sur cette partie-là. Et après, toute la partie qui reste, c'est l'utilisation.
Donc l'utilisation, c'est soit la consommation des data centers on va essayer de réduire, comme je vous montrais tout à l'heure, précédemment, pardon, ou on va essayer de réduire cette partie-là en achetant donc des PPA, en augmentant l'efficacité au niveau du bas carbone qu'on peut avoir au niveau de l'électricité. Et sur la partie droite, c'est vraiment les études sur des projections qu'on peut avoir, donc toutes les discussions qu'on a à ce jour sur comment on peut continuer à optimiser l'efficacité énergétique, d'une part, et comment on peut réduire l'impact avec des énergies renouvelables, les PPA, les garanties d'origine. Ce qu'on propose au niveau... Non. Ce qu'on propose au niveau aussi de nos clients, donc je reviens et je fais un petit focus sur ce que c'est que le scope 1, 2, 3. Donc, le scope 1, c'est tout ce qui est production, donc groupe électrogène, groupe froid, pour refroidir donc, tout ce qui est fluide frigorigène. Donc, on se doit d'optimiser cette partie-là. Et le scope 2, c'est vraiment la consommation électrique. Donc, sur ça, c'est ce que je vous disais, on va essayer d'optimiser la consommation électrique. Mais tout ce qui nous reste, c'est là où la seule manière de réduire l'impact, c'est les garanties d'origine ou les PPA. Donc tout ce qui est cette partie-là d'énergie renouvelable. Donc, ce qu'on propose à nos clients, c'est on est expert sur cette partie-là. Donc si vous voulez réduire votre scope 3, c'est venez vous implanter chez nous et nous, on continuera de toute façon d'optimiser le scope 1 et 2, qui est au final le scope 3 du client. Le point aussi le plus important, c'est qu'actuellement, on est à 100% d'énergie renouvelable en France. Dans le monde, donc on est implanté, on a plus de 200 data centers dans le monde, on est à peu près à 96%. Le point problématique, c'est dans certains pays où l'énergie n'est pas forcément décarbonée et on n'a pas non plus de solution de PPA. Donc voilà, c'est ça exactement notre apport au niveau des clients. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, maintenant on va plus parler de la partie projection future, sans forcément donner des chiffres pour le moment. Pourquoi les data centers consomment de plus en plus? C'est qu'on a eu des évolutions. Donc on avait Internet, on est passé sur le cloud, on a eu donc la pandémie, donc il y a eu des renouveaux sur donc, tout ce qui est Zoom, Teams, mais des nouveaux usages qui ont amené en fait des consommations plus importantes au niveau des usagers, et donc les data centers ont répondu à ça. Et le dernier sujet qui est un petit peu dans les discussions politiques, dans tous les médias, c'est la partie IA. Pareil, donc l'IA va nous amener forcément des usages et des consommations plus importantes. Et donc nous, en tant qu'Equinix et en tant que filière des data centers, on va devoir y répondre. Et pour y répondre, on a toujours cette partie optimisation énergétique, mais surtout les PPA. Donc on aura un besoin de PPA, on aura un besoin d'énergie renouvelable en France et dans d'autres pays de plus en plus important. Je vous ai mis un petit peu ici comment on considère que l'IA va être utilisée. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est l'usage de l'IA. On aura plusieurs usages. Un des usages intéressants pour nous, ça va être le nombre de données qu'on va utiliser, qui va être très compliqué à gérer pour une personne. C'est là où on va pouvoir, avec des modélisations énergétiques, notamment peut-être mieux déployer tout ce qui est parc éolien, parc solaire, avec des données des 30 dernières années, du vent, avec des données sur le solaire, pour vraiment optimiser. On a cette partie-là, plus pour la partie PPA, et on a la partie interne côté data center, c'est les jumeaux numériques, qui vont permettre de continuer sur cette partie vraiment optimisation énergétique. Ce que je vous ai mis ici aussi, c'est deux choses, juste pour résumer. Donc, les data centers sont en croissance, donc on va augmenter les consommations, et on travaille sur plusieurs paramètres. Paramètres donc, qui est l'augmentation du nombre de PPA qu'on a pour nos consommations, ou les garanties d'origine si on n'en a pas, mais on est déjà 100%, en tout cas côté Equinix. La partie optimisation au niveau des groupes électrogènes avec des nouvelles technologies pour traiter la partie scope 1. Et aussi la partie autoconsommation. Concrètement, la problématique qu'on a sur ça, c'est souvent le manque de place. Donc c'est pour ça qu'on est majoritairement obligé, on va dire, d'aller chercher des PPA pour externaliser la production avec aussi des entreprises qui sont... C'est leur domaine de métier, c'est leur corps de métier. Nous, notre métier, c'est construire des data centers. Et voilà. Donc chacun a un métier complémentaire pour optimiser.
Une minute? Donc on va accélérer. Pareil, sur la stabilité qui nous intéresse, et pour nous et nos clients, c'est la stabilité électrique. Donc je vous ai rajouté juste un petit lien vers mon EcoWatt si les personnes ne connaissent pas. Mais concrètement, on a contenu des risques électriques en 2022. On se doit de travailler sur ça. La création en fait, de nouveaux parcs va permettre potentiellement de stabiliser ça. Donc on a cette partie-là sur la stabilité électrique, mais aussi on a la partie prix, qui voilà, c'est un export de RTE. Voilà, on a des prix qui sont montés à 700, 3000 euros dans certains cas. Donc on a ce besoin pour nous et nos clients. Pareil, on a des data centers, des contrats sur 5 ans, sur 10 ans, etc. On se doit d'avoir une stabilité importante sur le prix de l'énergie. Et sur la partie qui me reste, donc concrètement, on a signé un PPA le 31 janvier de cette année. Mais sur cette partie-là, vu qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, de toute façon, WPD va présenter beaucoup mieux cette partie-là. Mais voilà, on se doit, en tout cas, côté Equinix et toute la filière, de continuer à déployer et aussi de les déployer dans les pays où on a nos data centers. Et donc, c'est une solution qu'on a trouvée avec WPD pour le contrat qui va être présenté. Ce que j'entends surtout, Thibaut, c'est qu'on est sur du 100% ENR. Vous avez en face de vous énormément de producteurs ENR qui essayent de faire monter des PPA. Donc, c'est très intéressant pour nous de voir à la fois une efficacité énergétique qu'on ne remet pas en cause, mais un besoin électrique énorme qui arrive, qui va être croissant, si je ne dis pas exponentiel, et une volonté de se sourcer 100% ENR, qui est une belle opportunité pour toute la filière. On a un besoin en croissant qui va augmenter. On est déjà 100% avec les garanties d'origine et avec des PPA, mais aussi nos clients, donc les GAFAM, pareil, qui, eux, ont leur PPA. Nous aussi, donc on a ces clients-là, par exemple, et même on a des banques, on a beaucoup d'entreprises. Ils ont ce besoin-là de venir chez nous pour aller chercher des PPA, pour optimiser ça et pour comprendre que ce n'est pas des PPA existants, mais c'est la création de PPA avec de nouvelles structures. C'est aussi un des points importants et c'est ce qu'on a trouvé avec WPD. Une transition magnifique pour continuer à investiguer et à mieux comprendre ce PPA. Donc, je vous le rappelle, parce que moi j'ai été surprise de cette information. Donc, le plus gros PPA Greenfield éolien jamais signé en France. Grégoire, c'est à toi. Merci Rachel, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir parler effectivement de ce PPA, le premier pour WPD en France également. Donc WPD, quelques mots peut-être parce que l'entreprise, le groupe familial grossit vite. On est présent dans 31 pays maintenant avec historiquement un peu moins de 7 gigawatts de puissance installée. On est 4000 collaborateurs désormais, entièrement dédiés à l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque à taille industrielle. Et on a un pipeline de projets d'éolien terrestre au niveau mondial d'à peu près 20 gigawatts. Voilà. En Europe, on a 51 agences. C'est le WPD est le numéro 1, groupe allemand bien sûr, faut-il le rappeler, et numéro 1 en Allemagne. Et on se déploie dans quasiment tous les pays d'Europe désormais. En France, on a fêté nos 20 ans il y a 2 ans. Voilà, on est un peu plus de 120 collaborateurs avec un pipeline d'1,5 giga à peu près. Et on a installé historiquement et en cours de construction 640 mégawatts depuis 20 ans. On est présent dans 8 agences avec un développement historique plutôt dans le nord de la France et un déploiement plus récent dans le Grand Ouest. Voilà, on a une volonté politique d'être au plus proche de nos projets, donc on déploie des agences régionales pour être vraiment à proximité de nos territoires. Alors les PPA pour le groupe, c'est une longue histoire, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à signer des PPA dans le monde, à travers une dizaine de pays maintenant. On a signé plus de 25 PPA avec des entreprises leaders comme Google, comme BMW, etc. Et maintenant Equinix, qui est leader mondial dans son secteur également. Donc on voit que dès 2013, on a signé un PPA local sur une usine de BMW en Allemagne. Et puis plus récemment, en Finlande notamment, on a signé un gros PPA de 200 gigawattheures avec Google.
Et puis en 2021, mise en service signature d'un PPA en Finlande également avec Microsoft. Alors c'est peut-être pour moi l'occasion, mais on y reviendra peut-être, de parler du dynamisme des PPA dans d'autres pays européens où c'est vrai que les prix sont un peu plus élevés qu'en France d'une manière générale. C'est vrai qu'en France, on a le nucléaire historique qui stabilise en fait plutôt les prix de marché. Donc c'est pour ça que les PPA sont venus assez tardivement finalement en France. Voilà, mais effectivement, de manière un peu conjoncturelle et structurelle à la fois, on voit aujourd'hui l'intérêt d'aller vers les PPA pour nous aussi producteurs. Je vais en parler dans un instant. On a conclu aussi en Asie, hein, si je sors d'Europe, un très gros PPA, qui est un fabricant mondial de semi-conducteurs. Et puis voilà, pour parler du deal avec Equinix, c'est ça qui nous amène aujourd'hui. Donc c'est un deal 100% français, parce que c'est finalement entre Equinix France et donc 7 parcs éoliens français. Donc c'est un PPA 100% éolien. C'est assez rare. Très gros, puisque a priori, oui, c'est le plus gros PPA éolien signé à ce jour en France, 300 gigawattheures, 100 mégawatts, répartis en 7 parcs éoliens, qui arrivaient à maturité là, entre 2024 et 2025. C'était un peu ça l'intérêt, c'est du greenfield, et on avait ce volume-là. Equinix recherchait un gros volume pour répondre aux besoins énergétiques de leur data center en France. Et il fallait 100 mégawatts qui arrivent comme ça à se construire dans une brève échéance. Et c'est des contrats donc, qui démarrent sur 2024-2025 pour courir sur 20 ans jusqu'en 2045. Donc ça offre effectivement la visibilité prix, long terme dont Nicolas parlait juste avant. Ce qui est important aussi pour notre client, si je peux parler à sa place un peu, c'est effectivement de sortir de cette logique de purement d'aller chercher des garanties d'origine à travers le monde ou l'Europe, mais dans une logique de promotion de nouvelles capacités de production renouvelable implantées en France. C'est ce que les GAFAM demandent, et par ricochet, c'est ce que Equinix, effectivement, grâce à son scope 2 dont il a parlé, peut développer. On a des parcs qui sont en Nouvelle-Aquitaine, proches de data centers qui sont à Bordeaux, qui sont, je crois, sur une liaison directe avec les États-Unis. Et puis des parcs éoliens dans les Hauts-de-France, notamment, qui vont approvisionner les data centers parisiens. Donc au total, on a 36 éoliennes qui ont été signées dans le cadre de ce PPA. Voilà, donc un petit mot aussi sur Equinix, qui a effectivement, tu ne l'as pas suffisamment souligné, vous êtes dans une démarche de neutralité carbone qui est beaucoup plus rapide finalement que la moyenne de l'économie européenne, puisque en Europe on vise une neutralité carbone en 2050, en France c'est pareil, vous c'est 2030. Voilà, donc vous êtes vous êtes en croissance, et vous souhaitez que cette croissance, qui est a priori assez forte, parce qu'on a tous besoin d'un téléphone portable et d'intelligence artificielle à nos côtés dès aujourd'hui, et encore plus demain, on peut l'imaginer, vous avez besoin d'être accompagné dans ce verdissement finalement de votre activité. Et donc, nous, producteurs d'ENR, on a besoin de suivre une cadence qui est, je le répète, beaucoup plus rapide que la cadence de la moyenne de l'économie nationale. Voilà. Donc c'était pour vous le 20e contrat PPA signé dans le monde. Et donc ce contrat s'ajoute, donc vous êtes en gros à 1 gigawatt de contrats sécurisés, ce qui est assez énorme. Hein. Voilà. Je vais revenir en arrière. Mais, pour nous, l'intérêt, je pense que c'est un peu ça aussi l'idée, c'est de rester à la pointe de ce sujet, puisqu'on est un des pionniers dans le domaine. Et on veut continuer à développer cette expertise qui est le PPA. Et c'est naturellement une diversification pour nous, hein, ne plus dépendre seulement des appels d'offres,
pouvoir avoir un lien direct avec un producteur. Donc certes, les contrats mettent quelques mois à être élaborés, mais on est totalement indépendant d'un calendrier d'appel d'offres, de l'attribution de lauréats. Est-ce que je suis lauréat, est-ce que je ne le suis pas, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis alors c'est vrai qu'humainement et techniquement, c'est très intéressant de connaître son consommateur final. Et on se sent participer d'autant plus vraiment au verdissement de l'économie que de savoir que voilà, ces parcs éoliens-là vont être mis en service et directement utilisés par Equinix qui est en train de croître par ailleurs en France. Et peut-être en question vraiment technique par rapport à ce contrat, on était sur du... Sans dévoiler plus que ça, mais c'est sur des prix fixes ou plutôt avec une certaine évolution possible. Et est-ce qu'on est sur du pay as produced? On est sur du prix fixe, oui. Les détails techniques, on n'a pas l'autorisation de trop en dire malheureusement, mais ce qui est certain, c'est que ça offre en tout cas cette stabilité, cette visibilité pour Equinix qui est absolument fondamentale, et effectivement des deux côtés, par la durée même du contrat, 20 ans. Mais effectivement, il est bon de rappeler que par essence même de ce qu'est l'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on a un investissement d'origine et ensuite on n'a plus de coûts de fonctionnement. Je veux dire, c'est le vent qui vient ensuite assurer la production. On n'est plus du tout dépendant de pays tiers, d'un prix du baril ou que sais-je. Donc ça offre une solidité imparable pour nos clients relativement au prix d'électricité qu'ils auront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quelles que soient les crises, quelle que soit l'évolution du marché de l'électricité. Merci beaucoup Grégoire. Je vous propose de laisser la parole donc à un autre acteur, qui est une autre typologie d'acteur même, puisqu'il s'agit d'un chimiste qui fait cette démarche d'avoir une décarbonation, donc de passer par l'électrification de ses usages, et qui a aussi un besoin intensif, tel l'électro-intensif qu'il représente, de vos capacités de production ENR, mais également avec un facteur de compétitivité qui est très important. Et donc je remercie grandement Benjamin pour sa disponibilité. Je pense que c'est très utile et j'ai déjà eu l'occasion de voir la présentation. Vous allez voir, elle est extrêmement éclairante sur les enjeux de votre filière. Merci Rachel. Alors j'ai juste besoin de voir ma présentation, la régie. Merci beaucoup. Voilà, donc en fait nous sommes actifs dans la chimie. Nous sommes un groupe industriel qui s'appelle Nourillon, anciennement AkzoNobel. Donc AkzoNobel a scindé il y a 5 ans ses activités chimie et peinture, et nous avons gardé donc la partie chimie, et nous avons été renommés Nourillon, mais nous gardons donc toute la partie chimie. Alors en fait Nourillon est actif dans énormément de domaines, dans la chimie essentielle, dans l'industrie du plastique, l'agriculture, l'aérospatiale, le pharmaceutique, les polymères essentiels, la construction, le PVC. On a donc une usine ici en France, dans le sud-ouest, qui est près de Bordeaux. Donc alors pour la petite histoire, ça s'appelle le bec d'Ambès, entre la Dordogne et la Garonne. On est vraiment tout au bout du monde là-bas. Donc ce site, si tu peux passer à la suivante, Rachel. Merci. Le site, donc ici à Bordeaux, produit du chlorate de sodium. En fait, le chlorate de sodium est utilisé comme agent de blanchiment pour la pâte de papier. Donc nos clients, au départ de l'usine d'Ambès, sont des papetiers, et on délivre en fait le sud de l'Europe. Alors pour les personnes qui sont présentes dans la salle, donc il y aura une interrogation à la fin de la présentation et les copies seront ramassées par Rachel, donc soyez attentifs par rapport à ce procédé. C'est très simple, on fait de l'électrolyse d'eau et de sel, et on utilise l'électron comme matière première. Donc l'électron, pour nous, est une matière première, est considéré comme vraiment comme une matière à part entière. Voilà, donc on reçoit le sel par bateau, il est délivré au port de Bordeaux, il vient des Pays-Bas.
Il est transféré sur notre site. On le met en solution, on le purifie. Une fois qu'il est purifié, on le remet en solution. Et ensuite, on fait une électrolyse. Alors, on a un électrolyseur qui peut aller jusqu'à 45 MW, c'est la puissance installée. Forcément, puisqu'on fait l'électrolyse de l'eau et du sel, il y a une génération d'hydrogène et on transforme, on prend l'oxygène qu'il y a dans la molécule d'eau, qu'on transfère sur la molécule de sel. Et donc, ça forme du chlorate de sodium, NaClO3, pour les chimistes qui sont dans la salle. La matière finale est transportée chez nos clients en vrac. On fait que du bulk par train et par camion. L'hydrogène, alors l'hydrogène qui est généré, un petit mot sur l'hydrogène quand même, il est malheureusement en France, il n'est pas valorisé. Si tu peux passer à la suivante, Rachel, merci. Sur les autres, on a au total sur la planète, on a 13 sites de production de chlorate. C'est le plus gros groupement d'usines de chlorate au sein de Nourillon, en tout cas des usines qui font la même chose. C'est exactement le même procédé partout sur la planète. On a 13 sites. Là, il y a un petit schéma donc, qui montre la répartition de l'origine de l'énergie, en fait, partout sur la planète. Donc, les plus gros producteurs sont la Scandinavie, la France pour le sud de l'Europe et évidemment l'Amérique du Sud. Nos clients donc sont des papetiers. Le produit fini, en fait, c'est essentiellement de la pulpe de papier qui est essentiellement utilisée pour de la fibre de tissu, en fait. Tout ce qui est hygiénique, papier hygiénique, la demande ne fait qu'augmenter. Essentiellement depuis la pandémie, tout ce qui est fibre de tissu à base de papier ne fait qu'augmenter. Il y a aussi une augmentation importante de la cellulose, que nos clients transforment la pâte de papier et extraient la cellulose. Et cette cellulose est utilisée comme polymère d'origine biologique pour remplacer tous les polymères que nous utilisons dans notre quotidien, quoi. Donc la demande ne fait qu'augmenter, même si tu peux rester sur le slide précédent, Rachel, merci. La demande ne fait qu'augmenter, même si on sait tous très bien que le papier, le printing paper, donc c'est un de nos segments de marché de nos clients. Le printing paper ne fait que baisser puisque on imprime de moins en moins, on passe de plus en plus en numérique. Cette demande-là baisse, mais tout le reste ne fait qu'augmenter. Donc la demande ne va que croissant. Alors voilà, donc le message est clair. Il y a qu'en France où on a de l'électricité finalement. Alors nous on l'appelle rose, elle est peut-être grise, peut-être pour d'autres classifications, mais voilà, on n'a que du nucléaire en France, en tout cas pour notre activité. D'autres acteurs dans l'industrie chimique ont peut-être d'autres actifs qui permettent de produire autre chose comme électricité ou d'autres contrats, mais nous, on est collé avec du nucléaire. Les autres sites donc sur la planète n'utilisent que de l'énergie verte. Dans le Nordique, en Scandinavie, l'énergie n'est que verte puisque c'est de l'hydroélectrique. Il y a de l'éolien aussi. Et en Amérique du Sud, en fait, nos sites de production sont intégrés dans les sites de production des clients. Et donc, toute l'énergie qui est générée, il n'y a rien d'autre qui rentre que le bois pour produire la pâte de papier. Il n'y a pas d'autre source d'énergie, en fait. Donc, toute l'énergie est recyclée, réutilisée, et donc le bilan carbone est zéro, puisque nos clients replantent les bois, les arbres qu'ils coupent. Donc, ils utilisent de l'eucalyptus, en fait, qui a un cycle de croissance de 7 ans. Et donc, la balance, elle est complètement nulle, quoi. Sur notre site d'Ambès, on a cette volonté donc, de valoriser notre hydrogène pour compenser l'augmentation du prix de l'électricité qu'on va subir dans les prochaines années. L'idée, c'est de l'utiliser comme
combustible pour des piles à combustible, en fait. Donc, on s'est associé avec un acteur dans l'industrie de la distribution d'énergie, donc un énergéticien suisse qui s'appelle Alpiq et qui est aussi associé avec Inti pour la partie distribution, en fait. Ce slide, finalement, c'est le message le plus important que j'aimerais donner. Donc voilà, en 2022, on a eu cette crise énergétique. Malgré notre contrat d'approvisionnement en nucléaire, on a été très, très fortement impacté par l'augmentation dramatique du prix de l'électricité. Ça a eu un impact fort sur notre activité. On a dû ralentir notre rythme de production pour consommer moins d'électricité. C'est-à-dire qu'on devait payer pour produire à un moment donné, quoi. Enfin, on devait aller piocher dans nos réserves de capitaux pour pouvoir continuer à produire. Donc, on a dû ralentir, malheureusement, la production. Ça a eu un impact sur le prix du produit fini, mais malheureusement, on ne peut pas impacter, puisque c'est une commodité, on ne peut pas impacter la totalité du prix de l'électricité sur le prix du produit fini. Et donc, on a dû que produire que ce qui était essentiel pour nos clients. Nous avons redémarré donc l'activité sur un rythme de croisière dès que les prix de l'électricité se sont stabilisés à partir de 2023. Et puis là, voilà, en 2024, 2023, on a eu des prix qui étaient tout à fait corrects. Merci. Donc, on est hyper électro-intensif. On consomme entre 260 et 300 gigawattheures par an. On produit 50 000 tonnes de chlorate par an. Le graphique de droite montre en fait notre capacité à être flexible en fonction de la saisonnalité de l'électricité. Donc aujourd'hui, on est en train d'utiliser beaucoup d'électricité nucléaire. On a un calendrier à respecter. Mais imaginons que demain, on n'utilise que de l'électricité solaire pour un électrolyseur de 45 MW. Peut-être compliqué, mais c'est toujours faisable. On a cette capacité de respecter le mode jour-nuit en faisant moduler notre puissance entre 45 et 25 MW. Tu peux passer à la suivante. Merci. Donc notre organisation a cette ambition de décarboner son activité. Donc on a cet objectif en interne en 2030 de réduire de 40% le scope 1 et scope 2. Ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement scope 2 parce qu'on ne consomme que de l'électricité, on n'a pas d'autres émissions de CO2. Donc le scope 2, réduire de 40% sur une base 2019 par rapport à 2019. On a aussi cette ambition de réduire notre consommation d'eau et de réduire notre quantité de déchets par 10%. Et en 2050, on vise la neutralité carbone, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, dans notre industrie, pour le site de production de chlorate pour Nourillon, les PPA restent un concept. Parce qu'on est collé avec le nucléaire et c'est un deal très très intéressant. Mais demain, ça va changer et on sait que ça va changer. Alors on n'a pas encore de visibilité par rapport à ce qui va se passer à partir de 2026, dès que l'AREN, les accès à l'AREN tels que décrits depuis 2011, dès que les accès seront terminés, on n'a pas trop de visibilité sur ce qui va se passer demain. Mais si on veut respecter notre ambition de diminution de carbone, il faudra passer sur les PPA. Donc on sera à un moment donné un acteur très important, un demandeur très important sur ce marché, en fait. Voilà, donc l'accès, comme je disais, l'accès au renouvelable pour nous est essentiel et très très important. Alors sur notre site, en fait, on est en train de quand même développer un parc photovoltaïque pour une puissance de 20 MW, proche de 20 MW. Le parc serait en partie sur des parcelles qui appartiendraient à la mairie. Donc on est en discussion avec la mairie pour l'instant sur la possibilité d'avoir accès à ces parcelles et de les transformer en photovoltaïque, en fait. Alors la chance qu'on a, c'est que ces parcelles sont des anciennes
parcelles industrielles, en fait, qui ont la possibilité d'être couvertes par des panneaux solaires. Voilà, on a des contraintes assez importantes liées à toutes les réglementations différentes et ça risque de ralentir assez fort le projet. Alors, rien n'est impossible, en tout cas impossible n'est pas français, mais les différentes réglementations rendent le projet très très compliqué. En fait. Peut-être Benjamin, pour conclure, parce que oui. on arrive à la fin de l'échange. On avance sur le temps. De bien comprendre quels sont vos besoins et finalement, j'entends à la fois une question sur les besoins en neutralité carbone, oui. mais aussi les besoins de rester compétitif et de vouloir maintenir une activité en France. Voilà. On vous écoute. Oui, tout à fait, Rachel. Donc, notre vision, c'est de réduire le carbone. Nos clients ont besoin aussi d'un chlorate qui est décarboné, effectivement. Mais aujourd'hui, l'électricité en France, même avec le nucléaire, est plus chère que dans les autres régions d'Europe, en fait, et aussi par rapport à l'Amérique du Sud. Donc, si on veut rester compétitif au sein de notre organisation, et avoir un chlorate qui a le même ordre de prix que dans les autres régions du monde, on doit faire quelque chose. On ne peut pas attendre qu'on nous claque un prix de l'électricité, je ne sais pas, j'invente un chiffre, à 80 € du mégawatt. On ne saura pas encaisser ça, quoi. Et donc, on a ce besoin essentiel d'avoir une visibilité sur un prix stable, sur plusieurs années, en fait. Et c'est pour ça que je pense que les PPA sont une bonne alternative, pour autant qu'ils soient compétitifs par rapport au prix actuel, en fait, de l'électricité actuelle. En essence, voilà, c'est ça notre message. On est en pleine étude, en plein questionnement de comment est-ce qu'on va passer ce poste à Rennes, en fait. Voilà, je clôture mon intervention. Je te laisse la parole, Rachel. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants. Je pense que c'est l'occasion d'ouvrir les questions-réponses. C'était très riche, c'était aussi un panorama très vaste des différents acteurs. Ce que je retiens de cette dernière intervention, c'est vraiment le besoin de nous permettre aussi d'avoir des prix qui sortent du mégawattheure qui soient moins chers, mais ça veut dire donc permettre d'avoir des turbines plus grandes, d'avoir accès à des sites qui sont mieux vantés et qui pouvoir lever un certain nombre de contraintes. Et ça, c'est clé pour les industries que vous représentez dans des secteurs ultra concurrentiels, et notamment pour les électro-intensifs. Je vous propose d'ouvrir les questions dans la salle. Alors, on a des très beaux projecteurs, mais donc on est un peu aveugle de notre côté. Est-ce que vous avez des questions sur les différentes interventions? Ne vous bridez pas. Vous avez le droit d'en poser. Oui, en face. Merci. Bonjour, Laura Horner de RWE. Nous proposons également des PPA, comme ERG et WVPD. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision juridique, la vision développeur et également la vision acheteur sur le partage de risques. Vous avez mentionné chez Interaction le fait que vous alliez acheter des projets non encore construits. Equinix, Interaction, c'est les concurrents. Excusez-moi. Bon, bref, vous achetez des projets Greenfield, c'est des projets qui ne sont donc pas encore construits au moment où vous signez le contrat. Comment, juridiquement, vous vous mettez d'accord avec votre partenaire développeur pour partager ce risque de projet à naître? Donc côté Equinix, on travaille aussi avec Schneider, qui nous a accompagnés notamment sur le contrat avec WPD. On a une équipe aux US, aux États-Unis,
qui gèrent cette vision globale pour tout le groupe qui est positionné dans le monde entier et qui donc vont discuter avec toutes les personnes qui sont autour de la table pour dire voilà, nous on a besoin de tant de puissance à telle date, est-ce que vous êtes capable de répondre à ça? Déjà, ça va éliminer un certain nombre de concurrents chez vous. Et c'est là où après on est rentré plus dans le détail avec, je crois, 2 ou 3 entreprises. Et on est rentré après et on a finalisé le contrat avec WPD sur cette partie-là. Mais concrètement, cette partie-là contractuelle, c'est Schneider et les équipes des États-Unis qui gèrent cette partie-là. Moi, je suis plus côté France opérationnel pour tout ce qui est développement durable. On soumet en fait des besoins. On explique en fait les besoins qu'on a, soit avec les nouvelles réglementations françaises, européennes, ou les discussions qu'on a avec la mairie, les États, pour dire voilà, si on veut continuer à s'implanter au niveau des data centers à Paris, à Bordeaux, on a besoin de développer des PPA. Cédric Gouard, tu peux nous répondre? Moi, côté producteur, oui, effectivement, c'est un risque que d'avoir des assets qui pourraient prendre du retard. Il y a toujours un petit risque. Là, l'avantage pour nous, c'est qu'on avait un stock important de projets qui arrivaient vraiment à un stade prêt à construire. Donc les autorisations étaient obtenues, elles étaient purgées de tout recours. Les seuls aléas qu'on pouvait avoir, c'était des aléas de mise à disposition du raccordement ou de mise à disposition des éoliennes en fait, pour la construction. Donc c'est des aléas qui sont quand même assez rares et assez bien circonscrits en général. Mais effectivement, c'est un sujet. Alors moi non plus, je n'étais pas dans les discussions juridiques et dans les négociations directement, donc je ne peux pas vous donner plus de détails, mais effectivement, c'est un sujet qui est discuté avec les banques et entre les parties prenantes. Voilà, je ne sais pas si Nicolas, tu veux ajouter. De façon assez classique, on va prévoir des conditions suspensives à la prise d'effet du contrat et donc d'obtenir des autorisations. Mais en amont de tout ça, on voit bien que l'intérêt des deux parties, c'est que le contrat prenne effet. Et donc, on va être sur des actifs purgés de tout recours, avec des délais de raccordement connus. Mais ce qui n'empêche pas, en effet, qu'il y ait une phase aussi d'audit, parce qu'on n'est pas loin d'un financement, quelque part, même quasiment directement. Et de plus en plus, les acheteurs vont regarder les conditions de bridage, donc pas seulement liées à la prise d'effet du contrat, mais également à son exécution. Après, en fonction des contrats, il peut y avoir des pénalités si le contrat ne prend pas effet, ou voire des conditions de résiliation, mais ça reste de la négociation contractuelle, et donc il n'y a pas un cas unique. Voilà. Mais évidemment, l'intérêt, surtout en amont, c'est d'avoir des projets les plus sécurisés possibles pour que ces clauses n'aient pas à s'appliquer. C'est bien ça l'enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, au deuxième rang. Bonjour, je suis Aubin Bernard, responsable des relations institutionnelles de l'AVER France, qui est en France l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Je vois beaucoup de parallèles entre l'activité d'Equinix et celle des opérateurs de recharge qui sont membres de l'association. Une question liée aussi, je pense, à votre activité sur le long terme. Je vois des parallèles dans le sens où il y aura un accroissement assez important du volume d'énergie nécessaire pour faire fonctionner vos data centers et de mon côté, de mes adhérents, faire fonctionner les infrastructures de recharge. Est-ce que Equinix on va dire, cherche à souscrire de plus en plus de PPA sur la durée, ou est-ce que vous arrivez à anticiper en fait vos besoins d'énergie suffisamment en amont pour pas avoir besoin de courir après de nouveaux contrats en permanence? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais je suis très intéressé par la réponse. Oui, je peux sur ça. Concrètement, en fait, on est déjà à 100% renouvelable avec les garanties d'origine, mais on a cette envie en interne et aussi au niveau des besoins clients d'aller chercher de plus en plus de PPA. Donc les 100 MW qu'on a signés, c'est une partie de notre consommation.
plus on aura des besoins qui vont augmenter, et si on a les parts de marché, notamment pour l'IA ou les nouveaux besoins avec des data centers qui étaient au sein même des entreprises. Si je prends par exemple ST Microélectronique, où j'avais travaillé aussi avant, les data centers sont en interne pour une question de protection des données. S'ils décident que c'est plus efficace énergétiquement, ils vont venir chercher des Interxion, Equinix, tous les grands du secteur. Donc on va devoir répondre à ces besoins-là. Et pour répondre à ces besoins, on a ces deux sujets que je vous avais dit. C'est la partie énergie, donc efficacité, où on travaille dessus, et cette partie-là, de continuer la partie renouvelable. Sur la partie renouvelable, soit on prend les garanties d'origine, mais c'est plus quelque chose qui est accepté dans les discussions ou dans les nouveaux contrats. Les clients veulent savoir la direction qu'on prend au niveau des PPA. Donc on est vraiment dans cette augmentation par pays au sein du groupe pour accélérer la part de marché qu'on a au niveau des PPA. Et cette augmentation, elle est réglementaire, elle est finalement un peu guidée par des obligations, ou bien c'est une volonté plutôt interne des entreprises d'avoir une qualité de la contractualisation et du sourcing ENR renforcée? Il y a des réglementations sur le sujet, mais c'est aussi, que ce soit Equinix, mais toute la filière. Donc, comme je vous l'ai présenté très rapidement, on a des groupes de travail sur le sujet, et on s'est donné en tant que bonne pratique d'augmenter la part des PPA. La plus grosse problématique, je crois, qui a été soulignée, c'est la partie nucléaire, qui est très bien. C'est une stabilité, sauf qu'on n'avait pas beaucoup de PPA. Ou les PPA qu'on avait, comme c'était présenté au tout début, c'était à la SNCF, c'était Orange ou Mousquetaire, donc tout ce qui est retails. Des très gros. On est des nouveaux usagers sur ça, on est en augmentation, on est une partie de la filière, donc on aura plein de consommateurs, et voilà, on est en accélération importante sur ça. Et donc voilà, on a des objectifs 2030, on a des objectifs 2040 sur l'efficacité énergétique, sur le développement durable, et la réponse, c'est les PPA pour le scope 2, en tout cas. Finalement, si j'étais un peu taquin, on parle beaucoup, et on en a parlé encore ce matin en discours d'ouverture, on se retrouve avec de plus en plus de prix négatifs, ce qui laisse une large part à toutes les personnes qui ne nous veulent pas du bien d'aller décrier les ENR comme n'apportant pas une solution pour les besoins électriques. Est-ce que ce besoin électrique, il est... Finalement, cette différence, elle est conjoncturelle, elle devrait se résorber. Ces besoins électriques, pour vous, il y a trop d'ENR qui sont disponibles, ou au contraire, il n'y en a pas assez? Comme je disais, on n'a pas assez de PPA, c'est-à-dire qu'il nous en manque déjà. Sur la partie juste consommation d'un data center, on consomme, si on a un data center de 3 MW, on consomme 3 MW. On va consommer un peu plus en été avec les températures, mais on va consommer toujours 3 MW minimum en hiver. Donc déjà, au niveau de la courbe de consommation, on est stable. C'est un petit peu aussi l'exemple côté chimie. Ils peuvent fluctuer de 25 MW. Nous, dans tous les cas, si on a un data center de 3 MW côté client, c'est 3 MW de consommation. Et après, ça va être plus comment, d'un point de vue énergétique, on refroidit, on maintient. Donc par exemple, si c'est 3 MW, on va peut-être consommer 3,2, 3,4 MW, mais dans tous les cas, on va la consommer tout le temps. Et c'est ça aussi le sujet. On est un usager avec une stabilité importante de consommation. Donc c'est aussi un des points avec potentiellement WPD. On sait qu'on va consommer les 100 MW qui vont être produits. Avec l'éolien qui peut fluctuer, avec le solaire aussi qui peut fluctuer, etc. On aura une consommation en été comme en hiver qui est très stable sur nous, mais en augmentation. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, sur le côté. Le micro arrive. Daniel. Oui, bonjour. Donc Daniel, effectivement, Daniel Gamma, UFE. Ma question porte pour les acheteurs et en même temps pour les développeurs. Rachel, tu as montré qu'il y avait des marchés à terme, du coup, gérés par des plateformes. Les PPA se font de gré à gré. Je me questionne sur l'opportunité d'avoir du coup des
PPA qui se ferait sur des plateformes qui donneraient peut-être plus de visibilité aux acheteurs, plus de facilité, de liquidité, de volume. Ma question est un peu générale, donc je ne sais pas s'il y a des travaux en cours là-dessus, des plateformes qui se mettent en place. Voilà. Alors, côté France Renouvelable, c'est quelque chose qu'on regarde. On regarde fortement. On travaille beaucoup avec les consommateurs, leur permettre de comprendre cet outil, de s'en saisir, de préparer le post-arène. Et notamment à travers une volonté de reprendre le tout premier format type de modèle de contrat de PPA qui a été et qui est disponible sur le site de France Renouvelable pour le réactualiser. Et donc c'est un travail qu'on va faire en interne avec nos adhérents, mais l'idée c'est bien d'essayer de renforcer, de faciliter l'accès à ces mécanismes qui nous semblent essentiels. Et donc de les travailler, de les co-construire pour répondre à la fois aux besoins du producteur, aux besoins du consommateur, notamment à travers sa courbe de charge, qui, on le voit, est parfois très stable pour les data centers ou qui a la capacité d'être flexible comme l'industrie chimique. Et également avec, bien sûr, les financiers. On sait que ces contrats ne se signent qu'avec des investisseurs et des financiers qui croient au projet, qui ont une sécurité aussi sur la qualité de signature des acheteurs. Donc tout ça, c'est un travail conjoint, mais effectivement, on sent un besoin de passer à l'échelle sur les PPA. Alors ça répond plus ou moins à la question, mais il y a les groupements d'achat qui existent dans d'autres pays, comme au Danemark et aux États-Unis, un peu sur le modèle Excelsium. On pourrait très bien imaginer d'avoir ce type de schéma avec un opérateur qui aura un mandat, évidemment, avec plein de sociétés derrière, et une interface unique pour le producteur. Voilà, pour le moment, ce modèle n'existe pas en France, mais on pourrait très bien l'imaginer à l'avenir. Oui, puis je rajouterais sur ce sujet-là que nous, notre envie, enfin je dis nous, WPD, mais je pense que ce serait partagé par un certain nombre de producteurs. Nous sommes tous implantés en milieu rural et on connaît les enjeux de ces villages et finalement ces petites entreprises. Il y a toujours un sujet récurrent sur l'activité. Et quand on a vu la crise énergétique impacter avant tout, on parlait des boulangers. Bon, aujourd'hui, les pipiers, on les fait avec des gros groupes très solides, qui ont effectivement une notation B ou AA, c'est pas le cas du petit boulanger. Et donc c'est eux qui ont pris le plus cher, avec des tarifs de fournisseurs à 300, 400, 500 euros du mégawattheure. Voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire, je pense, très clairement, quand nous, pendant ce temps-là, on produisait à coût fixe. Donc, bien entendu, il y a derrière ce sujet-là, ça rejoint peut-être un tout petit peu votre question. Il y a effectivement l'enjeu d'arriver à identifier des consommateurs qui, peut-être groupés ensemble, effectivement, sont en capacité non seulement d'acheter, mais en capacité d'assurer une bancabilité en fait pour nous producteurs sur des délais. Là, on parlait de PPA long terme. Mais c'est vrai qu'on peut aussi imaginer, notamment, et moi je parlais Greenfield là, dans le cadre de notre PPA, mais sur des assets existants ou qui sortent de contrats d'achat, on peut très bien imaginer des PPA plus court terme, sur 5 ans, avec des acteurs plus petits et plus régionaux. Et là, je pense qu'on aurait quelque chose d'assez vertueux en termes de retombées pour le territoire et de solidarité économique au niveau du territoire. Donc je pense qu'on a encore des choses à inventer et c'est assez réjouissant. Ouais. Et peut-être pour conclure, je vais vous proposer à chacun en une phrase de nous donner votre sentiment sur le besoin pour accélérer. On a bien compris tout au long de cette table ronde que les besoins sont immenses du côté des acheteurs pour sécuriser leur
coût de l'électricité, aussi donc, parce que ces besoins électriques augmentent. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut pour donc, passer à l'échelle, augmenter fortement la contractualisation et voir se rejoindre l'offre et la demande? Moi, je prends la parole le premier, comme ça au moins vous n'aurez pas à reprendre des éléments. Non, je plaisante. Évidemment, plus de mégawatts. Pour moi, l'exemple typique, c'est le repowering. On en parlait. Aujourd'hui encore, on a trop de contraintes qui nous empêchent de mettre des machines hautes et qui produisent beaucoup sans augmenter leur nombre. Donc moi, je dirais tout simplement augmenter les volumes, puisqu'on voit bien que c'est le volume après qui donne lieu évidemment un arbitrage avec les appels d'offres. Mais plus il y a de volume et nécessairement plus il y aura de PPA. C'est vrai que la France est en retard par rapport à d'autres pays, aussi à cause de la durée de développement de nos actifs. Voilà comment je répondrai à cette question. Merci. Thibaut. Ça va être dur de ne pas reprendre, mais donc augmenter pour stabiliser la production et aussi pour stabiliser un prix qui est intéressant pour les consommateurs, particuliers ou professionnels, qui sont soit en augmentation, soit en demande de stabilité de prix qui sont impactés par la partie géopolitique fortement. Grégoire. Oui, libérer les volumes, libérer les contraintes pour avoir effectivement la possibilité d'installer les dernières technologies, les dernières éoliennes à 200, 220, 240 mètres bout de pale, comme ça se fait dans la plupart des pays du monde. Ce qui permet de garantir un coût de l'électricité beaucoup plus bas que ce que l'on a aujourd'hui. Je rajouterais peut-être aussi, pour accélérer le schmilblick, peut-être un peu de flexibilité aussi, un mix entre les CFD qu'on signe dans le cadre des appels d'offres et les PPA, soit pouvoir un peu plus facilement basculer de l'un à l'autre ou avoir une complémentarité entre les autres, parce que si je reprends mon exemple des boulangers, je veux dire, je pourrais très bien sécuriser le gros de mon business model dans le cadre d'un appel d'offres, CFD, contrat d'État, voire une partie avec un Equinix dont je connais et la stabilité économique et les perspectives de croissance dans les années à venir, et réserver à côté une petite partie de ma production justement à des clients risqués pour moi, mais qui sont locaux et qui bénéficieraient de l'implantation des énergies renouvelables sur le territoire. Benjamin et Dominique, je vous laisse conclure chacun avec 1 minute. Peut-être Benjamin, et puis je laisserai la parole à notre administrateur pour clôturer la session. Oui, merci Rachel. Donc, point de vue consommateur, en tout cas en chimie, donc là, ce qui est essentiel encore une fois pour nous, c'est avoir une visibilité sur le prix, la compétitivité et une stabilité du prix. Que ça soit... alors, aujourd'hui, encore une fois, on est sur du nucléaire, mais je pense que demain, le nucléaire sera encore là. Il faut que le renouvelable soit compétitif par rapport au nucléaire. Et je pense que c'est ça le challenge aujourd'hui. Merci. Dominique, tu as les mots de la fin. Oui, non, je crois que tout a été dit. On veut plus de permis, on veut des machines plus efficaces qui permettent d'abaisser les prix. Il y a d'autres obstacles probablement à lever, et on en a vu apparaître avec une réglementation pour signer les corporate PPA que l'on considère comme limitatifs de la concurrence. Donc il y a énormément de sujets, mais là, les objectifs sont clairs de la part des acheteurs. Et merci aux deux qui étaient présents pour être d'abord avoir enclenché ce mécanisme, et deuxièmement de venir prendre la parole à cette table ronde. Et de la part des acheteurs, on prépare et on amplifie un marché qui prend de la profondeur, qui met en place de nouveaux outils. Et il faut se dépêcher parce que d'autres pays vont beaucoup plus vite que nous. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants et puis merci au public d'être resté si nombreux juste pour cette session. Merci. Merci. Merci.